Ludivine Griveau est à la tête d'un des domaines les plus prestigieux des vins de Bourgogne. En 2015, cette femme de 37 ans prend la tête du joyau que sont les Hospices de Beaune et par la même occasion d'une équipe de vignerons quasi exclusivement masculine. Ces fonctions opérationnelles vont de pair avec la gestion de la très prestigieuse et internationale vente aux enchères annuelle des Hospices de Beaune. Vous l'aurez compris, le métier de Ludivine Griveau va bien au-delà de la fabrication du vin. Comment jongler entre un métier de terrain et une fonction de représentation, entre la dimension agricole de la gestion d'un domaine et la créativité inhérente à la fabrication de grands vins, comment allier rigueur scientifique et instinct, c'est ce que nous allons découvrir à travers le parcours très inspirant de Ludivine Griveau. Vous êtes prêts à passer à table? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Ludivine Griveau dans Girls in Food. Bonjour Ludivine Griveau. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, je peux. Je m'appelle donc Ludivine Griveau. J'exerce la profession de régisseur du domaine des Hospices de Beaune, ce depuis 6 ans. C'est-à-dire que je vais faire mon 6e millésime. C'est un domaine basé sur Beaune et qui exploite environ 60 hectares allant de Pouilly à Chablis. Donc c'est un métier de terrain et puis un métier aussi en lien avec l'activité hospitalière et puis notre vente des vins de charité. Si on remonte à votre enfance, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez petite? Alors là, c'était une place extrêmement importante pour la simple et bonne raison, et ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais c'est que mes parents étaient hôteliers restaurateurs. Ah! Mes parents ont créé avec des membres de leur famille un restaurant à Tournu, ville dont je suis originaire, en Saône-et-Loire. Et ce restaurant s'appelait le Bourgogne. Vous voyez, c'était juste. Maintenant que je mets tout ça bout à bout, ça me paraît un truc incroyable. Comme si c'était dans mon destin que d'être tant ancré à la Bourgogne. En tout cas, ce restaurant se voulait à vocation plutôt de restauration italienne, puisque mon papa est italien de naissance, et en déployant aussi une cuisine très quotidienne, aussi française, mais très familiale. Et du coup, j'ai grandi dans les cuisines, derrière le bar, à faire le chambre avec ma maman quand j'étais petite. Donc, tout naturellement, la cuisine, c'était une place prépondérante de par le métier de mes parents. Bon, après, ils ont Mmh. changé, mais jusqu'à mes 9 ou 10 ans, c'était important. Et puis après, la cuisine, elle était très importante dans ma famille. Mon papa est un cuisinier hors pair. Il a des papilles affûtées comme, comme rarement j'ai pu avoir. Il nous a aussi transmis ça. Et la cuisine, en tant que pièce chez mes parents et du coup dans toute ma vie, euh, ça a toujours été la pièce, si vous voulez, où on se rencontrait, où tout le monde était agglutiné. La maison de mes parents, elle est immense et pourtant on était tous agglutinés dans la cuisine, comme le point de ralliement. Alors souvent, maman elle nous disait, allez, passez à table, sauvez-vous, laissez-moi finir. Et en fait, non, très souvent, ça finissait qu'on ramenait les assiettes de la salle et on, on s'installait dans la que ce soit culinairement parlant, mais aussi dans la pièce. C'est quelque chose de mon enfance. D'accord, ouais, ça a une place centrale dans votre Oui, enfance oui, oui, oui. et d'ailleurs, avec un papa, cuisinier, est-ce que, c'était lui qui cuisinait le plat du dimanche? Ou est-ce que c'était votre maman et quel était ce plat du dimanche, dans votre famille? Alors, c'était souvent papa qui faisait le plat du dimanche, parce que maman s'occupait de la cuisine, elle plutôt quotidienne, et elle avait un peu envie de lâcher prise. Et puis papa avait, pour son plus grand bonheur, envie un peu d'occuper l'espace derrière les fourneaux. Donc, c'était plutôt papa, tout comme quand on recevait. Celui qui se mettait en cuisine pour recevoir, chez nous, ça a plutôt toujours été papa. Et maman se disait d'ailleurs toujours comme étant un peu le plongeur de toutes les de vaisselle que papa pouvait sortir en cuisinant, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. C'est une cuisine, c'était, mais c'est toujours, parce que c'est comme ça, une cuisine assez simple, conviviale et toujours raffinée. Après, ça pouvait être très variable. Ça passait de l'osso buco au poulet rôti, en passant des fois par des œufs cocottes. Enfin, ils nous bichonnaient vraiment le dimanche. Et puis, c'est une tradition que nous, on a gardée à la maison avec mes enfants et mon mari. Donc, c'est
quand même un peu de l'ordre du sacré, ce repas du Mmh. dimanche. C'est chouette que cette tradition perdure d'ailleurs, Ah, c'est jusqu'à extraordinaire. jusqu'à aujourd'hui dans votre famille à vous. Ouais, 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 et puis j'ai le sentiment que les enfants, les miens aujourd'hui, Mmh. sont complètement, entachés de ça, enfin imprégnés de ça, et du coup, je pense qu'ils vont avoir envie à leur tour de transmettre ce petit moment particulier qui est toujours un moment, convivial, de beaucoup de débats, où on passe plus de temps à table. Et pour rester dans le domaine de l'enfance, est-ce que vous aviez un rêve d'enfant, en matière de métier? Bon, alors comme tous les enfants, j'avais forcément des des rêves de métier qui n'ont pas forcément recueilli le suffrage de mes parents d'ailleurs, parce que voilà, enfant, pour vraiment répondre à votre question en toute honnêteté, je voulais être danseuse. Voilà, j'ai pratiqué la danse et je l'ai pratiquée très longtemps, danse moderne jazz. J'avais en plus quelqu'un de ma famille, donc ni plus ni moins que ma marraine, qui était ma professeure de danse puisqu'elle avait sa propre école de danse. Donc moi, je faisais le raccourci entre des moments privilégiés à la fois familiaux et puis et d'amour intense puisque c'est ma tante, avec une passion, cette passion qu'est la danse. Donc petite fille, je voulais faire danseuse et je me voilà œnologue. Donc tout un côté artistique indéniable, Ouais, mais absolument. Dans un registre différent, mais ouais. Et quel a été votre premier job, donc qui fait le lien finalement entre cette passion d'enfant, pour la danse et votre métier d'œnologue? Quand vous avez, eu votre tout premier job, qu'est-ce que c'était? alors, si on parle de mon premier job, une fois que j'ai eu fini, mon parcours, scolaire, mes études, j'ai été, adjointe à un maître de chai dans une petite maison de négoce à Reuilly, en Côte-Chalonnaise. Donc ça, c'est vraiment le 1er job, on va dire que j'ai eu en CDI, où j'ai eu des Ouais. responsabilités avec une autonomie, vraiment manifeste, et il faisait suite à d'autres premiers jobs en lien avec, le monde du vin, bien sûr. En fait, œnologue, pour bien expliquer peut-être à ceux qui connaissent moins ce métier-là, c'est plutôt un titre, mais on peut occuper plusieurs Ah, fonctions. c'est intéressant. Donc, moi, je suis d'abord allée à tâtons, essayer d'exercer l'œnologue au laboratoire, l'œnologue sur le conseil, le consulting, l'œnologie dans les vignes, enfin mêlée aux vignes et aux caves. Et puis, j'avais trouvé ce premier poste qui faisait l'amalgame un petit peu de tout ça. Et comment est-ce que vous êtes, venue au vin? Est-ce que c'est en lien avec votre enfance, baignée dans l'univers de la gastronomie, de la restauration? Ou, enfin, comment est-ce que, dans vos études, vous vous êtes orientée vers l'œnologie? Alors, il y a une part de réponse dans votre question, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai baigné dans un contexte familial vraiment propice à la découverte culinaire, à l'amour du vin, à l'amour de la cuisine. Donc, j'ai été extrêmement privilégiée de pouvoir goûter les vins que mes parents adoraient, ou d'être en tout cas sensibilisée à cette partie-là Mmh. de la gastronomie, que ce soit vin et plat. Et ma famille n'est pas du tout du monde du vin. Donc il y a vraiment rien au départ qui me prédestinait à faire ce métier aujourd'hui, et pourtant je suis là. Quelque chose qui m'a toujours intéressée, je dois dire aussi, pardon, ça fait un petit peu de lien avec mon enfance, mais j'ai quand même toujours été aussi assez, capable ou désireuse de mettre des mots sur, ce que je percevais, sur mes sensations, qu'elles soient, gustatives, sensorielles, olfactives et cetera, ou visuelles même. Donc, je pense que naturellement, j'avais une certaine prédisposition à pouvoir, écouter mes sens et à les retranscrire. Donc je Mmh. pense que ça n'a fait qu'amplifier cette passion qui m'est venue, en fait, j'arrive pas à mettre un point de départ sur le moment où tout ça a commencé. C'est venu progressivement, c'est venu aussi avec, certainement ce que j'avais ancré en moi de ma famille. Puis après, c'est une série de rencontres qui ont fait que j'ai pu, petit à petit me passionner pour le vin. Donc vous nous dites très bien que voilà, l'œnologie, ça correspond aussi au fait de décrire ce qu'on ressent en goûtant un vin, par exemple. Quel lien vous entretenez aujourd'hui avec, le monde de la gastronomie, qui est forcément un peu le frère, du monde du vin? Bien sûr. Ah oui, c'est même vraiment très très lié, c'est intimement lié. Alors moi, la première chose, c'est que ça suscite chez moi beaucoup de rêves et de fascination, le monde de la gastronomie, parce que je trouve que c'est un monde, à la fois, qui fleure parfois avec le luxe, mais aussi qui nous ramène à nos racines, et donc, à quelque chose de beaucoup plus quotidien, beaucoup plus accessible. Donc,
j'ai un lien très fort avec ça, y compris personnellement et aussi parce que professionnellement, je suis, obligée de toujours me poser la question, voilà: «Est-ce que les vins que je fais dans ce monde de la gastronomie vont s'ancrer dans l'actualité, dans ce que les gens en attendent? Est-ce que ça va matcher?» C'est à la fois un lien fort et somme toute assez distant parce qu'on a rarement, l'occasion de nous, œnologues, en début de chaîne, de faire le lien, au moment, si précieux, de la consommation des vins qu'on a fait par les gens qui, sont dans les restaurants et dans le monde de la gastronomie. Donc, après ce qui est extraordinaire, c'est que mon métier me permet d'avoir un lien assez fort avec le monde de la sommellerie et grâce aux sommeliers, j'ai, un lien, quand même direct et un retour terrain qui m'est vraiment nécessaire pour plein de raisons, parce qu'il faut toujours Ouais. écouter, le consommateur et les sommeliers ont ce luxe-là, cette chance-là d'être vraiment au contact des consommateurs, donc c'est un lien somme toute fort. Est-ce que justement, en parlant du métier de sommelier, ça aurait pu être un débouché, pour vous? On comprend que vous avez occupé des fonctions assez différentes dans le monde du vin, Mmh. qui vous ont permis, d'être, depuis 2015, à la tête du domaine des hospices de Beaune. Mais, comment est-ce que vous êtes orienté finalement vers le terrain, c'est-à-dire, le travail, dans un vignoble, Mmh. plutôt que, bah, la sommellerie, par exemple? Alors, en fait, au début, je voulais pas du tout, je me destinais pas du tout au métier du vin, que ce soit, d'un point de vue viticole, enfin production ou, sommellerie. Je voulais être agronome en nutrition infantile, moi. J'ai eu un parcours quand même plutôt scientifique. Vous êtes ingénieur agronome donc? Voilà, donc je suis ingénieure agronome, j'ai passé mon diplôme, d'œnologue, et du coup, j'ai choisi ce métier-là parce que, j'avais, ce socle-là, ce socle scientifique, qui était important pour moi et je ne le percevais peut-être pas suffisamment dans la sommellerie par rapport à l'œnologie, au diplôme national d'œnologue et puis en fait, moi je suis devenue, œnologue par, une succession aussi d'opportunités, de rapprochement d'universités parce que mon école d'ingénieur s'est, rapprochée de l'Institut de Jules Guyot de Dijon, parce que j'ai fait mes études à Dijon et les élèves qui étaient un petit peu en tête de liste, on nous a proposé de pouvoir passer notre diplôme d'œnologue en même temps que notre diplôme d'ingénieur D'accord. et en fait, c'est comme ça que j'ai validé, mes diplômes, finalement en me disant: «Mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant et pourquoi j'ai pas fait ça avant?» Peut-être que j'osais pas en me disant que dans le monde, du vin, il y avait que des gens issus justement du monde du vin et que j'y avais pas ma place, mais les opportunités ont fait que j'ai eu la chance de pouvoir prouver que j'avais une place au moins autant que les autres. Et est-ce qu'il y a eu, dans votre parcours, une rencontre décisive? Parce que vous avez parlé plus tôt dans l'interview de voilà, d'une succession de rencontres. Est-ce qu'il y en a Mmh. eu une en particulier qui a été vraiment un accélérateur ou qui vous a, mise sur la voie? Alors, je dois dire que, oui, bien sûr, il y en a eu. Quand on a 20 ans, c'est bien parce qu'on nous fait plein de suggestions, plein de propositions et qu'on rencontre plein de gens qu'on arrive à finalement faire son choix. J'ai peut-être fait les bons, en tout cas, j'espère. Moi, j'ai eu la chance effectivement de faire, notamment une rencontre, qui a à la fois, été décisive et qui m'a vraiment permis de valider que c'était ça que je voulais faire. Vraiment, moi, c'était de la production de vin et que je voulais être les mains dedans. Donc, à l'issue de mon diplôme d'œnologue, il fallait trouver un stage et le mien devait valider à la fois mon école d'ingénieur et mon DNO, diplôme national d'œnologue. J'avais du mal à trouver une entreprise capable de m'accueillir parce que on va dire que le niveau de recherche et de sujet était peut-être un petit peu plus pointu et ne trouvant pas de stage, j'ai été retournée à l'Institut, Jules Guyot où le directeur de l'époque, monsieur Feuillat, donc une des rencontres décisives de ma vie, Mmh. m'écoutait, me lamentait en disant: «Oui, c'est pas juste, je ne trouve pas de stage, personne ne veut me prendre parce que je suis pas du monde du vin» et il se trouve qu'il avait rendez-vous peu de temps après avec, la directrice technique d'une maison de vin, basée à Mercurey, la maison Antonin Rodet. La porte était ouverte et quand monsieur Feuillat a vu madame Gublin, il lui a fait signe de rentrer. Elle m'a mis la main sur l'épaule, donc moi je l'avais pas du tout vue, mais en fait elle est arrivée dans mon dos Mmh. et elle m'a dit: «Eh bien moi je te prends en stage». Donc ça, Donc moi c'était je suis restée un petit peu, sans en me disant: «Bah, voilà, j'ai osé venir me dire à monsieur Feuillat que je n'y arrivais pas». Il était prêt à m'aider et puis c'est le destin a fait que, cette aide-là, je l'ai un peu provoquée, mais je l'ai reçue en tout cas de ces 2 personnes. Donc ça fait partie des rencontres qui ont quand même, changé ma vie. Mmh. Et justement, pour revenir sur ce que vous venez de nous raconter, hem
Le fait de ne pas être issu du sérail, de pas venir du monde du vin ou d'une famille, Mmh. de viticulteurs, enfin voilà et ça, c'était un pour vous un obstacle, au tout début de votre carrière? Beh, au début, voilà, au tout début, moi, je le considérais comme un obstacle parce que j'avais pas encore vraiment, l'audace de m'imposer ou de me trouver légitime à fait de postuler à différents jobs, tout en ne venant pas de ce monde-là. J'avais peut-être aussi moi-même, une idée reçue à l'inverse, Oui. Mmh. que c'était pas forcément, légitime que d'être, dans le monde du vin sans en venir, mais au final, c'est vrai que ces rencontres, on les provoque et puis on peut se dire qu'elles ont été décisives, parce que sans ça, si je dois revenir au point, originel, c'est ça quand même. Parce que dans votre promotion, en fait, les étudiants qui faisaient ce double diplôme, d'ingénieur, agronome et d'œnologie, Mmh. la majorité, ils avaient quand même un lien avec le monde du vin, à l'origine? Alors nous étions 2 seulement D'accord, oui. et 2 OK. filles et 2 filles, D'accord, bah, et OK, c'est intéressant. voilà et Sandrine, oui, je me rappelle très bien, Sandrine, elle était du monde du vin. Mais ses parents avaient un petit domaine, en côte chalonnaise, quelques hectares de vignes, c'était pas leur activité principale, mais en tout cas, elle avait déjà, bien plus que moi, mis des bottes et était déjà bien plus que moi allée, bosser, dans le vignoble de ses parents. Et est-ce que vous voulez, nous dire aussi, comment, bah, de ce premier stage, quelles ont été les principales étapes qui vous ont amené à votre, à vos fonctions actuelles? Alors à l'issue du stage, madame Gublin m'a proposé de m'embaucher en contrat à durée déterminée pour, les périodes de vinification. L'organisation de la maison Antonin Rodet était telle qu'il y avait des domaines en propriété et une activité de négoce. Donc, pendant 2 millésimes, successifs, elle m'a confié, les vinifications en blanc, les achats du négoce, puis l'année d'après, la vinification, de tous les contrats d'achat en raisin de la maison. Puis moi, en parallèle, comme j'étais complètement fan et curieuse, j'allais dans le domaine où elle était, le domaine Jacques Prieur à Meursault. Pendant les vendanges, se consacrait plutôt à celui-là. Et puis à l'issue de ça, j'ai réussi aussi à obtenir un poste saisonnier en Australie. Donc je suis partie 7 mois vinifier en Australie. J'avais envie d'être bilingue dans mon jargon professionnel. Donc je suis partie dans la Hunter Valley en 2002. Et en rentrant, j'ai quand même postulé pour trouver mon premier job. Donc j'étais adjointe au maître de chai dans une petite structure à Rudy. Et puis là, on est venu me chercher en 2004 pour occuper la direction technique d'une maison qui s'appelait Corton-André. Alors avec un challenge incroyable, c'est une maison qui venait de changer de main, qui appartenait à des Bordelais, la famille Balland. Et leur objectif était de considérablement augmenter l'approvisionnement en raisin pour les vinifier nous, pour avoir notre marque de fabrique, plutôt que d'acheter des Mmh. vins. Et puis aussi de ce fait-là, de redorer l'image de la maison en améliorant considérablement la qualité des vins. En fait, on a l'impression que, dans le monde du vin, finalement, c'est les viticulteurs qui produisent, le vin et qui le commercialisent, eux-mêmes. Mais, enfin, je pense que votre témoignage montre aussi qu'il y a une dimension, négoce qui est importante Oui, et que tout à fait. votre parcours vous a permis de maîtriser toutes les étapes, en fait. Est-ce que vous pouvez nous Tout en à dire fait. un mot, justement sur cette partie, négoce? Parce qu'on le sait pas forcément, que Mmh. c'est une partie importante du milieu du vin. Oui, oui, vous avez raison. C'est vrai que le mot négoce, a longtemps fait un petit peu peur parce qu'il était associé à des pratiques, pas réelles déjà et puis, très, A qualitatives, du A privatif. Mais il faut savoir que c'est pourtant un trait d'union et une composante essentielle du monde du vin. Le fait d'avoir un domaine, quand on est vigneron, on a plusieurs possibilités. On fait son vin ou on vend ses raisins à un négociant. Et le vin que l'on fait, soit on le met en bouteille et on le vend, soit on le vend en vrac à un négociant également. Et en fait, de plus en plus, moi, quand j'ai pris mes fonctions, quand j'ai découvert le monde du négoce, je dirais que c'est déjà un négoce qui avait pardonnez-moi l'expression, mais le pied aux vignes. Donc c'était déjà un métier de négoce tourné vers la viticulture, tourné vers la compréhension de ce qui se passait aux vignes, pour pouvoir ensuite encore mieux maîtriser le produit, le fruit, le raisin, et donc la conception du vin. Donc moi, je n'ai toujours connu que le négoce qui avait le pied au vignoble, mais c'était assez nouveau. Oui, dans ce qu'il a de plus noble, finalement. Oui,
oui, tout à fait et c'est vrai exactement le mot qui décrit cette situation. C'était pour sublimer la noblesse du produit, tout en faisant confiance aux viticulteurs qui cultivent la vigne, mais en apportant quand même, l'identité pour faire, ce qui est aujourd'hui notre fer de lance, des vins plus identitaires. Mmh. Mais tout ça, c'était encore tout nouveau et ça a vraiment commencé, oui, au début de ma carrière, des d'avant-gardistes comme la maison Antonin Rodet, comme la maison Drouin, comme la maison Jadot, tout ça, c'est la maison Latour, les grands négoces du secteur de Beaune ont vraiment été précurseurs pour pousser ces liens forts entre la viticulture et le négoce. C'est vraiment complémentaire, à tel point que beaucoup de viticulteurs deviennent négociants pour pouvoir parfaire leur gamme, pour pouvoir étendre leur gamme, c'est-à-dire parfois même aller acheter des raisins à des confrères pour pouvoir vinifier plus de telle ou telle appellation. Mmh. Et à l'inverse, beaucoup de négoces deviennent propriétaires de vignes pour pouvoir eux aussi maîtriser leur Toute savoir-faire. la chaîne, ouais. Pour faire rire et un peu des fois titiller les gens, je leur dis que je suis enfant du négoce. Alors les vignerons n'aiment pas trop, le négoce s'en enorgueille ou l'inverse, ça dépend des contextes. En tout cas, en Bourgogne, ça a été pendant de très longues années 2 corps de métier plutôt opposés, pas toujours à des points de convergence, à des intérêts convergents. Au jour d'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, c'est même plus vrai du tout. Et il y a un véritable lien qui s'est établi de complémentarité entre les deux. Moi, j'ai le poste au sein du domaine des hospices qui est plutôt tourné en tant que viticulteur, Oui. alors que je viens de la famille négoce. Mais pour autant, dans cette famille négoce, j'ai appris de la même façon les rudiments de la viticulture, les exigences, la rigueur, le sens du travail, l'ouverture, la créativité. Tout ça, c'est aujourd'hui intimement lié. En fait, ça montre qu'il y a aussi plein de manières d'exercer un métier et d'apprendre, en fait. Il y a pas forcément une voie, linéaire et en fait, on peut apprendre aussi de chaque expérience et y compris pour arriver à des fonctions que vous occupez actuellement qui sont très prestigieuses. D'ailleurs, est-ce que vous avez, enchaîné sur, votre poste, aux Hospices de Beaune ou est-ce qu'il y a eu d'autres étapes? Non, non, vous avez raison. C'est vrai que j'ai oublié d'aller au bout de au bout de mon parcours. Le trait d'union entre, mon poste de directrice technique, chez Corton André et le domaine des Hospices de Beaune, il était déjà presque fait parce que c'est la maison, achetait des vins à la vente aux enchères. Donc moi, pendant ces 11 années, j'ai élevé les vins des Hospices de Beaune. Je suis venue dans les caves ici où je travaille aujourd'hui, pour déguster, pour juger, parfois un peu, sévèrement, pour, orienter les clients de la maison, Corton André à l'époque sur tel ou tel type d'achat. Donc j'étais dans la salle avec mon paddle, avec ma direction et du coup ce trait d'union, il était déjà un petit peu sous-jacent donc c'est des et puis j'ai acheté des raisins dans des parcelles qui étaient parfois toutes proches de celles des Hospices de Beaune, donc je voyais aussi la viticulture de ce domaine. Donc j'ai toujours eu finalement, maintenant je l'analyse, cette espèce de bruit de fond. Et puis mon prédécesseur est parti en retraite. Il y a eu le poste qui a été ouvert, proposé par un cabinet de recrutement. Au début, si je suis très franche, j'ai pas du tout osé postuler. C'est mon prédécesseur qui m'a dit: «C'est bien bête, tu devrais, il n'y a pas de raison». Et ce à quoi je me rappelle avoir répondu: «Mais des raisons, il y en a plein. Il y en a déjà au moins 2, c'est que je suis une fille, que je suis jeune, même si j'ai les compétences, je pense pas avoir le profil». Et il m'avait conclu en disant: «Tu es bien bête». Vexée un petit peu, Piqué, au vif? exactement. J'ai quand même, envoyé mon CV et une lettre de motivation quasiment la veille de la clôture des candidatures. Et on parlait tout à l'heure des rencontres importantes dans une vie. Je vais faire un petit clin d'œil à Corinne Nourry, qui est la responsable du cabinet de recrutement, qui avait la charge de, de trouver le ou la candidate pour ce poste. Et quand je lui ai envoyé ma candidature, elle m'a appelé le lendemain et elle m'a dit: «Madame Vévo, j'ai quand même le sentiment qu'il faudrait qu'on se voit parce que je viens de recevoir votre candidature et pourrait quand même être intéressant qu'on se rencontre». Et puis après, bah, j'ai passé comme tout le monde les entretiens avec la direction des hospices, avec le conseil de surveillance, avec les tests de personnalité, tout le tout team. Et puis, euh, et puis 6 mois après, bah, j'ai eu l'extrême bonheur, voilà, de savoir que c'est moi qui l'avais emporté. Donc on comprend, vous avez, succédé à un homme, qui a fait, sa carrière, aux Hospices de Beaune, donc qui a terminé sa carrière là, qui partait à Mmh. la retraite. La transition est d'autant moins évidente, enfin elle aurait été évidente dans, je pense, aucun cas de figure, mais là, Mmh. quand même, c'est, un cas particulier puisque, une jeune femme, Oui. succède à un homme en fin de carrière. C'est pas évident. Est-ce que vous pouvez nous raconter, comment ça s'est passé, peut-être vos premiers temps, Mmh. dans vos fonctions? Alors, en fait, je pense que de toute façon, la volonté de la direction, qui était assurée à l'époque par Antoine Jacquet,
autre personnalité qui a fortement compté dans ma carrière, parce qu'il avait choisi de me faire confiance en me recrutant. Mais Mmh. je crois qu'il avait quand même, la direction avait quand même dans l'idée, dans l'esprit, et la volonté de recruter, je ne vais pas dire un jeune, mais du moins un profil un petit peu différent de ce que les hospices avaient l'habitude de faire, à savoir de ne pas forcément recruter quelqu'un pour finir sa carrière aux hospices, mais bien pour les mener de façon très, très complète et très concrète. Non pas que c'était pas ni complet ni concret de par mes prédécesseurs, mais en tout cas, ça s'inscrivait en fait dans la nouvelle et dans la mouvance que vivait et que vit encore le domaine des hospices, avec une vente qui évolue chaque année, avec une mondialisation qui s'accroît. Donc en fait, je crois qu'au départ, ils voulaient de toute façon un quadra. Et ils ont eu une trentenaire. Ils ont eu une trentenaire, presque quadra, mais une trentenaire quand même. Donc ça, c'était vraiment une volonté assez, à mon avis, assez affichée. Et je crois que dans le déroulé du poste, ce qui était demandé aux nouveaux candidats, c'était quand même aussi d'apporter du sang neuf, mais aussi beaucoup de renouveau dans ce domaine. Et quoi de mieux que quelqu'un qui a encore l'énergie à l'issue de sa carrière ou à un moment de sa carrière pour mener à bien et accompagner tous les bouleversements, toutes les modifications, toutes les directives nouvelles que pouvait prendre le domaine. Donc en fait, le domaine voulait vraiment s'inscrire dans son actualité et s'orienter vers l'excellence. Donc ça, c'est initié par mon prédécesseur. Mais par contre, à un moment donné, ça devait nécessiter de grands chamboulements, de grandes modifications. Et là, c'est vrai qu'il faut de l'énergie. J'en suis la preuve vivante. Et donc, je pense qu'on n'a quand même pas la même énergie à 37 ans qu'à 55. Donc, en toute logique, c'est comme ça qu'un profil comme le mien s'est défini. Donc, au début, pas simple. On a le poids de l'histoire. Hein. On est quand même un domaine qui a plus de 150 ans, sur des habitudes culturelles, managériales différentes. Et puis, quand on arrive du haut de ces 35 berges, avec plein d'envies, plein d'idées, mais pas forcément toujours les méthodes, ben, on se casse un peu les dents au début. Moi, j'ai vraiment perçu ça comme étant une volonté de la direction de faire changer les choses et du coup, voir inscrire le domaine dans son actualité et dans son niveau d'exigence qui était à la hausse. Bien sûr, en recrutant quelqu'un qui avait un profil, d'une part polyvalent, mais aussi qui était au fait de, ce que les consommateurs peuvent attendre. Je pense notamment à tout ce qui, touche, à l'agriculture biologique, enfin à ces choses-là sur lesquelles on reviendra par la suite. Et en fait, vous avez rejoint une équipe qui était en place. Oui. Comment s'est fait la transition? Parce que là aussi, l'équipe, était préexistante, ils avaient l'habitude d'une certaine manière de travailler, d'un certain mode de management. Mmh. C'est pas anodin, de voir arriver quelqu'un avec un profil, extrêmement différent, de Oui. l'accepter et puis, de mettre en œuvre finalement ces nouvelles, directives. Alors, ça les a chamboulés, hein, ça les a chamboulés, avec le recul, moi, je trouve ça très normal. Mon arrivée a été, voilà, on impose l'arrivée de quelqu'un à une équipe préexistante, vous l'avez dit. Et on l'impose en m'ayant donné, des directives et des consignes, très claires par rapport aux modifications qui étaient attendues de ma part. Ce qui est certainement, le plus, compliqué, c'est effectivement la mise en œuvre de tout ça. Donc au début, l'équipe, était en fait aussi elle-même portée par son histoire. Il faut bien comprendre qu'être salarié viticole, être vigneron aux Hospices de Beaune, les gens en sont arrivés dans cette équipe parce qu'au départ, on est allé les chercher. Le domaine des Hospices de Beaune appartient à un hôpital. L'hôpital n'avait pas les compétences pour gérer un vignoble et pourtant voulait gérer ce vignoble. Donc, je vous parle de ça il y a certainement plusieurs décennies, mais il n'empêche que moi, j'ai trouvé le point d'achoppement de cette partie. Donc, on est allé chercher du savoir-faire chez des vignerons qui étaient à leur compte, qui avaient leur propre domaine, et à qui on a demandé, ben, tiens, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez être responsable de tant de surface pour le domaine des Hospices de Beaune? Et il a fallu que le régisseur, à l'époque, soit le coordinateur de tout cela. C'était, au départ, le rôle majeur du régisseur de coordonner les différents vignerons qui avaient leur propre domaine, mais qui se chargeaient aussi d'exploiter avec leur matériel les vignes du domaine des Hospices de Beaune. Ça a considérablement changé puisque le profil type du salarié viticole au jour d'aujourd'hui aux Hospices de Beaune, c'est quelqu'un qui ne fait plus que ça et qui donc a également affaire au régisseur, mais lequel régisseur doit appliquer une méthode culturelle globale au domaine et non plus individualiste. Oui, bien sûr.
Chacun ne fait pas ce qu'il veut sur la parcelle dont il est responsable. Exactement. Mais ce qui a été le cas avant, mais pas par manque de management de mes prédécesseurs. Surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce qu'on leur avait juste pas demandé. Oui. Donc, depuis 30 ans, les 30 dernières années, puisque c'est quand même le recul que j'ai, moi, en ayant pris mon poste, à ces salariés viticoles-là, on ne leur a pas dit, bah, dorénavant, vous faites ça, ça, ça et ça. On leur disait, voilà, il faut arriver à telle finalité. Mais moi, quand on m'a recrutée, on m'a dit, mais Madame Griveaux, nous, ce qu'on veut, c'est finalement un fonctionnement comme un domaine normal. Donc, on veut une identité culturelle, on veut une homogénéisation des méthodes, on veut un domaine des hospices de Beaune, domaine des hospices de Beaune. Et il a donc fallu expliquer, accompagner chaque salarié individuellement en leur faisant comprendre que dorénavant, leur autonomie n'était absolument pas remise en cause, c'est-à-dire que ça prévaut toujours. S'ils ont envie d'aller aux vignes à 5 heures du matin, ou à 21 heures l'été, etc. Chacun organise son travail comme il le veut. En revanche, la nature du travail demandé dorénavant, c'est le régisseur qui l'établit. C'est ça qui a été le plus difficile, non pas à accepter, parce que je pense que fondamentalement, ils connaissent leur travail, donc ça n'était pas un problème en soi. Mais c'était en fait la mise en œuvre et les modifications que ça a demandé, que l'équipe a eu du mal à intégrer. Alors, pas tout le monde, et puis, ceux qui avaient le plus de mal étaient aussi un petit peu en fin de carrière, donc dorénavant, ils sont plus là. Oui. Petit à petit aussi, le renouvellement de l'équipe se fait avec les prérogatives actuelles. Non pas parce que c'est Ludivine Griveaux, parce que c'est ce que veut, c'est ce dans quoi veut aller le domaine. Oui, bien sûr. Je me suis quand même confrontée au poids de l'histoire tout en pouvant, quand même compter dessus. Le fait d'être une femme, ça a joué dans le fait que la prise de poste n'a pas été évidente? Oui, certainement. Certainement parce que ça avait à l'époque un peu défrayé la chronique, donc comme ça revenait un petit peu à toute, à tout bout de champ, dans chaque interview, dans chaque, actu, dans le monde aussi du vin. Ça a certainement aussi, c'est pas de la méfiance, parce que franchement, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, mais du moins une certaine appréhension de se dire: «Oh là là, non seulement c'est quelqu'un de nouveau, mais en plus, c'est, quelqu'un de nouveau dans le genre féminin», donc avec une approche peut-être encore plus différente du différent. Mmh. Ouais, c'était un facteur, de qui s'ajoutait Aggravant. à d'autres changements, voilà, ça faisait beaucoup de changements d'un coup. Voilà, du coup, je pense que c'est plutôt l'inquiétude que ça a pu susciter au sein de l'équipe, qui a fait que les choses ont mis du temps à se mettre en place. Maintenant, n'étant pas un homme, je ne peux pas savoir si ça aurait quand même mis du temps, en étant un homme et en apportant les mêmes modifications. Mais en tout cas, ça a peut-être été un petit peu un point d'inquiétude, un peu supérieur, Mmh. très certainement. Est-ce que vous pouvez, nous en dire plus, sur votre métier au quotidien? À quoi ressemble, en fait, votre quotidien? Ouais, Je suppose qu'en fonction des saisons, les journées types sont extrêmement, variables, exactement. mais est-ce que ça peut être même sur une comment se déroule votre année? Est-ce que vous pouvez nous en dire Mmh. plus? Ouais, bah, oui, je vous remercie de poser la question à l'échelle d'une année. En fait, au jour le jour, comme j'ai pas 2 jours qui se suivent et qui se ressemblent, je serais bien embêtée. Bon, bien évidemment, entre, mars et septembre, 80 de mon temps, c'est la vigne, Mmh. hein. Je suis sur le terrain, je suis, en train justement de conduire l'équipe et de faire des visites parcellaires, de mener mes équipes pour leur demander de faire ce que je leur demande aux vignes, parfois même d'y participer. Là, il y a 15 jours, depuis les 3 dernières semaines, là, je suis aux vignes, sur un poste vacant, donc c'est moi qui vais avec mes équipes de cuverie faire les travaux en verre. Donc, ça, c'est une grosse composante terrain. Ensuite, je suis au chai, donc pour les vinifications, de septembre à novembre, où là, j'ai vraiment la responsabilité de l'élaboration de tous les vins. Donc, c'est 50 cuvées quand même, sur 60 hectares. Et puis, tranquillement, la vente des vins se profile. Donc, en parallèle des deux périodes que je viens d'évoquer, vigne et chai, eh bien, il y a tous les préparatifs à cette vente des vins avec l'équipe. Actuellement, c'est Christine, le commissaire-priseur, qui a la charge de cette vente. Donc, je travaille avec les équipes, tant à l'international que sur Paris, au siège, pour préparer, avec la direction aussi de l'hôpital, pour préparer cette vente. Là, commence aussi un gros, gros rôle de communication. Alors, en bruit de fond de tout ça, il y a de l'administratif, on est bien d'accord. Oui. J'en parle pas parce que c'est tellement pénible. Mais une fois que la vente approche, à l'approche de la vente en tout cas, mon rôle d'ambassadrice, un rôle beaucoup plus de communication sur le millésime, sur la vente, sur les vins,
l'accueil des acheteurs, l'accueil des clients, des acheteurs aussi, prend toute son importance. Et là, c'est un gros poste de communication où effectivement là, la maîtrise de plusieurs langues est largement plébiscitée. Et votre expérience en Australie d'ailleurs, doit vous être bien utile, à ce moment-là? Exactement. Donc voilà, donc c'est un poste à la fois de terrain, de gestion, puisqu'il y a quand même, je plaisantais sur la partie administrative, mais j'ai un trait d'union très fort avec aussi ma direction Bien sûr. et je prends mes directives de la part de ce que l'établissement veut faire. Puis, comme j'ai un sens de la gestion, ben, on me confie mon budget, on me laisse voilà, établir mes dépenses, les optimiser. Donc, j'ai un côté aussi un peu plus gestionnaire qui me va bien. Mais il y a des matins, je pars, je suis en jean et en bottes parce que je suis aux vignes de 7 heures à 11 heures. Je rentre vite fait, je mange et puis à 13 heures, il y a comité de direction. Donc là, je mets ma petite veste, mon pantalon et hop. Donc dans la même journée assez caméléon, c'est un poste très polyvalent. Il n'y a pas de journée type. Mmh. Il y a une année type, mais il n'y a pas de journée type. Et est-ce que vous pouvez, nous raconter, enfin, à défaut d'avoir une une journée type, comment ça se passe la journée, les enchères, Les des vendredis hospices 20, de Beaune? Parce ouais, que ça fait vraiment rêver. Voilà, ce sera intéressant d'avoir, vous, votre vécu, de l'intérieur. de l'intérieur, ouais, le backstage, comme on Exactement. dit. Alors, il faut savoir qu'on parle plutôt du week-end de la vente Oui. des vins, parce que les hostilités ou les festivités, ça dépend de quel point de vue on se place. La vente, elle a toujours lieu le troisième dimanche de novembre. Et les vins qui sont proposés sont toujours les vins de l'année. Donc en 2020, en novembre 2020, là, nous allons vendre la récolte 2020. Ah d'accord, ça je savais pas. Pour ce faire, vous imaginez bien que le millésime est tout neuf. Ouais. Les vins sont des bébés. On n'a pas vraiment encore établi d'idée de ce qu'on peut se faire de la qualité, de ce qu'il en est advenu, des adversités qu'on a pu rencontrer ou pas. Donc, mais comme nous sommes les premiers à proposer aussitôt une vente du vin, des vins du millésime, c'est nous qui ouvrons le bal dans ce qu'on a à en dire. Donc, on décrit le millésime de façon très réelle, on édulcore pas, pardon, la situation et on nous demande, à nous, hospices, finalement, d'être le premier des messagers sur ce qu'a été le millésime. Donc ça, c'est ce qui m'incombe à ce moment-là. Donc pour moi, c'est un exercice extrêmement passionnant, puisque l'occasion m'est donnée de raconter tous les choix et peut-être presque de justifier, mais de raconter pourquoi on a choisi de faire ceci, pourquoi on n'a pas fait cela, pourquoi, quand ça s'est arrivé, nous, voilà ce qu'on a fait ici aux hospices. Et après, ça donne le ton pour que tout le monde finalement ose un petit peu parler du millésime. Et le vendredi qui précède la vente, nous ouvrons nos caves à tous les professionnels pour qu'ils puissent venir déguster la récolte. Donc là, nous avons, en plus de l'occasion d'en parler, l'occasion de montrer tout ce qu'on a produit. Et on ne cache rien. On a 50 cuvées, on montre les 50 cuvées. Les gens aiment, aiment moins, bien, disent du mal. Moi, je me sens toujours un petit peu sur le grill et c'est une situation complexe, mais je l'ai choisi, donc je l'assume. Et on est sous le couvert de la critique, mais au sens positif, enfin, la plupart du temps du terme. Mais en tout cas, on montre concrètement ce que le millésime peut être, en tout cas aux hospices de Beaune. Et je dois porter ces vins-là, ces décisions-là et donner envie aux acheteurs eh bien, de lever leur paddle le dimanche. Je réponds à toutes les questions. Je passe un temps fou, je reçois tout le monde, je fais déguster toutes les cuvées ou pas, selon ce que les gens veulent potentiellement acheter. Donc ça, c'est pour moi le côté, voilà comment se déroule le samedi et le vendredi pardon, et le samedi qui précède la vente des vins. Donc moi, j'explique encore et encore parfois même j'oriente parce qu'il y a des acheteurs récurrents qui ont l'habitude d'acheter plutôt telle cuvée ou tel type de vin. Donc, avec le temps, je me permets de leur dire, «Ben non, vous voyez, cette année, cette cuvée-là, elle est pas pour vous. Par contre, plutôt celle-ci». Donc ils dégustent et puis on échange, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Après, il y a le prix qui rentre en ligne de compte. Voilà, tout ça pour dire que la planète vin, pendant les 48 heures qui précèdent ce dimanche-là, a les yeux tournés sur les vins du domaine. Et puis nous, on a les oreilles tournées vers ce qu'on peut en entendre et les attentes de nos acheteurs, si on est en phase ou pas.
Et quand le dimanche arrive, la journée type du dimanche matin, déjà je petit déjeune avec mes enfants pour, Prendre des forces. et je participe à la conférence de presse qui présente le millésime, qui est co-organisée avec notre interprofession. Donc là, tous les journalistes sont présents, je réponds aux questions. Alors, j'ai très souvent l'occasion de les recevoir au préalable pour la dégustation, parce que la plupart sont des journalistes spécialisés dans le vin et ou la gastronomie, et donc sont déjà venus déguster et par contre viennent me poser en public les questions qu'on a pu aborder au préalable avant, dérangeantes ou pas, hein, d'ailleurs, ils sont tout à fait transparents. Et puis, après cette conférence de presse, il y a le déjeuner officiel avec tous les invités de la vente des vins, les présidents des associations que la vente soutient avec sa pièce de charité, sa pièce des présidents, et puis bien sûr les administrations de la profession. Et puis 14h30, le coup de marteau, le premier coup de marteau tombe. Et alors là, mon rôle est fini, hein. Moi, j'ai fait le job. Ouais. Je ne peux plus rien faire là. Il faut quand même admettre qu'au bout d'un moment, les choses ne dépendent plus du régisseur parce qu'il y a tout un contexte économique, politique, de monnaie, de situation géopolitique parfois, de contexte économique local ou pas, tout tissu économique local. Donc, ben voilà. Là, j'ai un peu à la fois le trac, parce que j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de récolter le plus d'argent possible pour l'hôpital. Et en même temps, j'ai quand même le sens de l'accompli. Je me dis, bon, bah voilà, c'est plus de mon ressort, quoi. Donc, je lâche un peu prise. Je voulais, également revenir, sur un autre point. Alors forcément, vos vins, sont issus aussi de ce qui a pu se passer, dans l'année du point de vue environnemental, Mmh, et ce que je trouve aussi intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes, sensible aux démarches, d'agriculture biologique et même, mmh, de biodynamie. Est-ce que vous oui. pouvez nous dire, d'où ça vous vient et en fait, comment vous mettez ça en place, aux Hospices de Mmh. Beaune? Alors, ça me vient, enfin, sans me venir, ça fait quand même appel à une conviction personnelle forte, Mmh. qui par chance est vraiment partagée par ma direction. Donc, j'ai assez peu d'obstacles on va dire, à l'idée déjà de la mise en œuvre. Ensuite, j'ai une équipe totalement réceptive parce que très préparée par mon prédécesseur qui était déjà dans cette optique-là. Et puis, si je dois être très complète, quand j'ai été recrutée, mon directeur de l'époque m'a dit, Madame Griveaux, n'oubliez jamais que vous travaillez pour un hôpital. Bon, alors sur l'instant, j'ai pris la phrase comme elle venait, voilà, je l'ai intégrée, mais et année après année, entre-temps, la direction a changé et le directeur m'a redit, monsieur Poher m'a dit: «Madame Griveaux, n'oubliez jamais que vous travaillez pour un hôpital». Et je me dis: «Mais c'est fou parce que 2 personnes qui, à quelques années d'intervalle me disent la même chose, il faut que je comprenne». Et je me suis donc plus intéressée encore à l'aspect hospitalier Mmh. de mon employeur finalement. Et j'ai vraiment trouvé au sein de tout le monde cette espèce de sens de mission de prendre soin. Voilà. Un hôpital, ça prend soin. Ça ne fait pas que soigner, ça prend soin. Et du coup, en toute logique, je me dis, mais nous, en tant que domaine appartenant à un organisme, à un centre hospitalier, il faut qu'on prenne soin de nos opérateurs qui appliquent les produits aux vignes, mais aussi de la population et des consommateurs qui vont faire confiance à nos vins. Donc voilà comment les démarches, de quoi les démarches sont nées. Et puis au jour d'aujourd'hui, alors on ne vise pas la certification, du moins pas encore. Voilà, je suis pas encore tout à fait prête. Je vous parlais tout à l'heure d'une conviction perso, d'une démarche perso, mais ça joue. C'est peut-être à ce moment-là que ça rentre en ligne de compte. Parce que comme dans un hôpital, le jour où pour sauver le patient, il faut dégainer quelque chose d'un peu moins naturel, eh ben, il faut savoir le faire aussi, si ça sauve le patient. Donc le jour où il faut sauver une récolte par une intervention autre que cuivre et soufre, je ne suis pas sûre d'avoir envie voilà, de ne pas pouvoir le faire. Ouais. Mais pourtant, j'avoue que cette démarche d'absence d'utilisation d'intrants chimiques me porte, quoi. Et la biodynamie, c'est quelque chose que j'ai découvert plus en détail ici, depuis que j'ai pris mon poste. Je m'y suis formée, j'ai achevé ma formation en début d'année. Avant de la demander et de la déployer potentiellement à tout ou partie du vignoble, je voulais moi-même avant en comprendre quand même les fondements, déjà l'historique, les fondements, les objectifs, et puis avant rencontrer plein de gens qui y ont recours depuis de nombreuses années. Donc
j'en suis là. D'accord. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais ceci dit, c'est quand même une actu, importante parce que c'est quand même l'actualité un petit peu du domaine. C'est que j'aimerais bien, faire l'acquisition d'un dynamiseur et puis d'un système de récupération d'eau de pluie, pour aller concrètement vers des essais de biodynamie. Ah d'accord, donc c'est oui, au-delà de vous être formé, vous êtes, en passe de au moins, faire des tests, plus poussés? Ouais, Mmh. tout à fait. OK. Ouais, ça sera le certainement l'étape d'après. Et en parlant d'actualité, est-ce qu'il y a, quelque chose que vous souhaitez partager avec nous, dans les projets, Bah, ce projet-là, en tout cas, ce projet de glisser petit à petit vers des essais de biodynamie et puis j'ai un autre, alors je sais pas si c'est un projet ou une envie, Ah mais ça nous intéresse quand même. mais ouais, j'aimerais bien un jour, réussir à formaliser un état, une espèce de bilan, pédologique du domaine. Donc, faire, une cartographie des sols, de la nature des sols du domaine avec, une équipe de pédologues, une équipe de spécialistes pour mieux comprendre, les terroirs des hospices, les parcelles, décortiquer telle ou telle zone dans une parcelle ou une autre, pour affiner en fait les décisions, techniques. Mais ça, c'est un travail, de titan. Ouais. Ludivine, on va passer à la deuxième partie de cette interview qui est consacrée aux femmes et à leur place, dans le milieu de la gastronomie. Hem, Ma première question, c'est toujours, est-ce que le fait d'être une femme a une incidence sur votre parcours professionnel? Alors on l'a compris, ça a pu, cristalliser quelques appréhensions, quand vous avez pris votre poste, aux Hospices de Beaune, de la part de l'équipe, existante, même si aujourd'hui, voilà, tout se passe bien. Plus généralement, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard sur votre, parcours professionnel et en tant que femme? En fait, je pense que le fait d'être une femme, a incontestablement eu une incidence, sur mon parcours, mais que je qualifierais de plutôt positive. Pour Ouais, la première et simple bonne raison que, en fait, en face d'une femme, les comportements, que ce soit entre femmes ou du genre masculin ou féminin, sont toujours menés avec un peu plus de retenue. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt une incidence très positive parce qu'on d'accord. est plus posé beaucoup. Et c'est un véritable atout pour ouvrir à la discussion, pour aborder les choses avec un angle peut-être un peu différent. Donc ça a eu l'incidence que ça a parce que je suis du genre féminin. Oui. Ça a suscité de la part notamment du genre masculin une certaine retenue sur laquelle il était possible de «surfer» entre guillemets Mmh. pour, pour avancer. D'accord. Mmh. Après il y a eu des moments difficiles parce qu'il faut quand même batailler pour prouver que tant qu'il y a de la compétence, le genre n'a finalement pas d'importance. Oui. Mais je dois dire que l'incidence, elle a quand même été aussi, globalement positive. Et à l'inverse, je me sens parfois, étant une femme, je me suis permise, je me suis surprise à dire des choses à des interlocuteurs, masculins notamment, que je pense 2 hommes entre eux ne se seraient pas dit. Mais comme je suis une femme, en face, la retenue était de rigueur et on a finalement avancé, malgré des propos parfois un petit peu, compliqués à entendre, Mmh. quoi. Ah, c'est intéressant comme, d'avoir ce retour d'expérience, surtout dans un milieu, comme celui du vin effectivement, et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que dans votre environnement professionnel, que ce soit dans votre entreprise, mais de manière générale, au quotidien, est-ce que vous côtoyez beaucoup de femmes? Alors, dans l'entreprise qui est, je vous le rappelle, l'hôpital, oui, Ouais, parce que 80, je pense 85 des ouais, effectifs sont des femmes. tout à fait. Donc là, je peux quand même pas trop, hein, critiquer. Alors on va préciser dans les équipes du domaine. Non, pas beaucoup, hein, bien sûr que non, dirais-je bien sûr parce que les femmes, même si elles sont présentes, ne sont pas toujours, celles que l'on voit en termes de production. Mmh, Après, j'ai le bonheur d'être adhérente à une association, qui s'appelle Femmes et Vins de Bourgogne, qui est en fait un regroupement, de femmes exerçant le métier de viticultrice, mais pas que, parce qu'il y a d'autres œnologues aussi,
qui ont leurs propres exploitations et cette association a la vocation à justement à nous aider, à s'entraider et puis à faire en fait que notre environnement professionnel soit un tout petit peu plus féminin que ce qu'il ne le serait naturellement. Et c'est important. Des fois, ça fait du bien, mais comme j'imagine parfois entre hommes, de partager une approche sur un sujet donné avec quelqu'un de son genre, Mmh. quoi. Oui et puis je pense qu'il y a aussi la dimension sûrement, comme les femmes sont quand même minoritaires, dans le milieu du vin, le fait de pouvoir partager son expérience, voilà, avec d'autres femmes qui sont dans la même situation que vous, ça doit être, ça doit faire du bien. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, alors il y a des fois, on fait pas des échanges, finalement si professionnels que ça, même si c'est au départ notre profession Qui vous lie? qui nous lie. Mais, on a quand même une espèce on se sent un peu plus soutenu ou cette espèce de socle qui nous permet d'avoir un jour si on a un genou à poser à terre, on le pose avec, entre nous. Non mais c'est vraiment, c'est super qu'il y ait une association de ce type-là qui existe, Alors, figurez-vous que ces associations de femmes dans le monde du vin, elles existent dans pratiquement, je ne veux pas dire de bêtises, mais même les régions viticoles, ah génial, ça je savais que pas. ce soit en Beaujolais, en Champagne, à Bordeaux, dans le sud, dans le sud-ouest. Elles ont toutes un nom différent et elles sont toutes Ouais, bien sûr. regroupées sous une seule et même fédération nationale. Et du coup, celles qui le veulent peuvent aussi avoir un réseau plus national à la professionnalisation en tant que femme, quoi. Mm. Et de manière générale, est-ce que vous avez le sentiment, depuis le début de votre carrière que la place des femmes, dans le milieu du vin, évolue de manière positive? Oui, plutôt. Oui, oui. Alors déjà, je perçois la place des femmes dans le milieu du vin comme légitime. C'est bien de le dire, Au ouais. moins autant légitime que celle des hommes et qu'elle évolue dans le bon sens. Bien que j'ai l'habitude de le dire, mais parce que je le pense vraiment et je le ressens vraiment, la majorité des hommes nous acceptent, nous adorent, nous aident, nous encouragent, enfin d'ailleurs même presque d'égal à égal dans notre action, dans nos métiers. Les occasions sont encore effectivement données d'avoir des comportements moins élégants, un Oui, petit peu machiste ou plus machistes, mais ça s'améliore. Ça s'améliore et puis je crois qu'aujourd'hui, c'est tellement j'ai envie de dire les pauvres hommes, ils n'ont tellement plus la possibilité d'émettre une quelconque critique, que ça soit si en plus on est une femme, sans être parfois un petit peu, traité de macho, ça a finalement un petit peu joué en la faveur de cette acceptation. Mais bon, la place des femmes, de toute façon, on est là, hein. ouais, bien sûr et de plus en plus. Mais, c'est vrai que Exactement. c'est bien de savoir que, bah, voilà, les femmes s'organisent aussi par des associations, Oui, et puis même que de manière générale, vous percevez que c'est plutôt une minorité d'hommes qui font obstacle, à l'arrivée de oui. femmes, en poste, dans le milieu du vin. Mmh. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que c'est une pour répondre à votre question, la situation, elle a évolué, hein, c'est encore, on a quand même encore à jouer des coudes, ça c'est sûr, pour faire notre place. Une fois que notre place est faite, il faut se tailler sur mesure le costume du poste dans lequel on a choisi Mmh. d'évoluer. Puis après, c'est aussi de défendre, la situation, dans laquelle on a à évoluer. Mais c'est paradoxal finalement d'avoir tant à en parler. Oui, oui, absolument et d'ailleurs On dit que ça va mieux, on dit que c'est de mieux en mieux, on dit qu'on est légitime et pourtant on peut pas s'empêcher d'avoir à en parler et de se c'est regrouper. ça. Mais d'ailleurs, Donc c'est tout donc l'objet de ce podcast, hein, c'est de enfin, c'est que j'espère mmh, qu'un jour, on n'aura plus à en parler parce que ce sera devenu banal. mmh, L'idée, c'est que, c'est ça. ça ne soit plus une question, en fait, qu'une femme puisse prendre n'importe quel poste, au même titre qu'un homme d'ailleurs, il y a pas C'est de ça. voilà, mais que en tout cas, le fait d'être Mmh, une femme ne soit plus un obstacle ou alors, que les femmes ne s'autocensurent pas en se disant: «Je ne peux pas, c'est pas pour moi, mmh, c'est un milieu d'hommes». Enfin voilà, c'est vraiment, tout l'objet. Donc je mmh, trouve que de ce point de vue-là, votre témoignage, est hyper intéressant parce que, ça mmh. donne confiance et puis ça montre que les choses aussi sur le terrain, évoluent. Oui, bien sûr et puis ça souligne aussi, que le paradoxe que cela représente, il évolue. Voilà, c'est aussi paradoxal que d'avoir à en parler puisqu'on pourquoi en parler si on veut que ça soit normal et alors que les choses normales, on n'en parle pas? Mmh.
Oui, oui, oui. Hem, hein et du coup, et pourtant il faut bien qu'on arrive à ce que ça soit, vraiment plus qu'une question de compétence et non plus une question de genre. Exactement. Absolument. C'est tout à fait ça, on Mmh. partage, exactement la même, Mmh. philosophie sur le sujet. Ludivine, est-ce que vous auriez un conseil pour une femme qui nous écoute et qui souhaiterait, marcher, sur vos traces? Alors ça, c'est une vraie bonne question. Hem, Ça peut être un conseil que vous avez reçu et qui vous a beaucoup aidé ou, voilà, ou quelque chose, ouais, voilà, qui vous, ou une sorte de petit bilan, voilà, c'est peut-être une sorte de ça, petit bilan, à l'instant T, de là où j'en suis, quoi. voilà, c'est vraiment ce que Ça vous, serait vous souhaiteriez de partager. mmh, hem, ça serait de travailler dur, voilà, mais sans se perdre soi-même. Mmh. Ça vous laisse dubitative? Vous voulez que je Je développe? le comprends comme, ne pas forcément vouloir être ce que les autres attendent de nous, mais, rester fidèle à soi-même. Beh, c'est exactement le sens de votre complément. C'est aussi, dans les postes que les femmes peuvent occuper, qui sont parfois plutôt d'un registre masculin, ou dans un monde qui est plutôt, voilà, complexe. Mmh. On aurait tendance à, pour y arriver, à se transformer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, À perdre absolument. notre empathie naturelle, à se durcir un peu, à se comporter dans les gestes, dans la posture, dans le vocabulaire, dans tout ce qui pourrait essayer de faire en sorte qu'on serait un petit peu mieux accepté si on n'était pas tout à fait femme. Ouais, qu'on se fonde un peu dans le décor existant. Voilà. Et en fait, et finalement d'arriver à une espèce de transformation, de plus être, d'avoir à remonter dans sa voiture le soir et de se dire: «Bon alors attendez, là je reprends ma casquette de femme sensible. Oui, je suis sensible, bah oui, j'ai peur de ça, non ça j'en sais rien, ça j'ai encore pas trouvé la solution». Et en fait, de pas être dur, de pas se cristalliser dans ce rôle-là. Donc, de rester, de pas perdre de vue, de rester soi-même. Ah, je pense que c'est un excellent conseil, ouais. C'est pas que ce que les gens attendraient qu'on soit, c'est ce que les contextes feraient qu'on pourrait devenir aussi. Ouais, bien sûr. Non, Mmh. c'est ouais, c'est un très bon conseil, je pense. Hem, Mais c'est dur. ouais, et pour finir sur ce sujet de la place des femmes, est-ce que, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté pour vous, dans votre parcours? Ça peut être des femmes avec qui vous avez travaillé, même si vous en avez déjà cité quelques-unes, ou des femmes, pas forcément enfin, vous avez pas forcément côtoyé, mais qui vous ont inspiré? Alors, les femmes qui ont compté dans mon parcours, ce sont toutes celles de ma famille. Mmh, J'ai été extrêmement proche, de mes 2 grands-mères, à qui j'ai pris, attache et conseil pendant, jusqu'à leur fin de vie. mmh, Parce qu'elles ont vraiment été, tout le temps là pour moi. Ma maman, bien évidemment. Moi, je suis issue d'une fratrie de 2 sœurs, enfin de 3 sœurs, pardon, j'ai 2 sœurs. ouais. Donc autant vous dire que les filles, bon, on sait ce que c'est à la maison. Voilà, tout ce réseau de femmes, les femmes de ma famille en tout cas m'ont particulièrement, compté parce qu'elles m'ont toujours, aiguillée, portée, parfois remis dans le droit chemin, encouragée et puis certainement transmis un ancrage profond de valeurs, qui aujourd'hui que j'applique, hein, ma force de travail, ma ténacité, mon empathie, ma rigueur, mon ouverture, ma créativité, tout ça, je pense que je l'ai pris des femmes de ma famille. Mmh. Donc, merci à elles. Et puis d'un point de vue plus pro, bien évidemment, j'ai cité Nadine Gublin, de toute façon, c'est la femme de ma vie professionnelle. Et plus récemment, j'ai fait une rencontre incroyable avec une dame qui s'appelle Christelle Verrage. Et alors vous allez vous allez peut-être rire, mais elle est formatrice et chercheuse avec la science de l'esprit. Ah! Ouais, c'est Intéressant. une femme incroyable qui doit être quarantenaire et qui a en fait été, une des intervenantes dans la formation à la biodynamie que j'ai pu effectuer, jusqu'en début d'année. Mmh. Et alors elle m'inspire tous les jours parce qu'elle nous a appris avec des petits exercices de présence, à soi, de prendre conscience, de l'environnement et du coup d'appliquer un certain nombre de décisions en fonction d'un petit arrêt au stand, petit arrêt sur image, aux vignes, aux chais, dans la nature, au bureau, pour, énergiser un petit peu nos pensées. Et je dois avouer, alors ça paraîtra moi qui suis, je n'en reviens même pas que je vous dise ça en fait. Parce que moi j'ai commencé par vous dire j'étais hyper scientifique, hyper cartésienne,
pour moi de fond 4, il y a aucun doute là-dessus. Et puis Christelle est arrivée dans ma vie. Elle, voilà, elle a aujourd'hui inspiré un petit mode de fonctionnement, peut-être entre moi et moi, qui font que tous les jours, je suis vraiment inspirée par cette quiétude et ce calme qu'elle a réussi à me procurer dans un poste quand même très stressant. Et en vous aidant à vous reconnecter, en fait, à vos sensations, enfin, ce que je comprends en filigrane. Exactement. Mmh. Le mot qu'elle utilise tout le temps, c'est l'ancrage. Donc, je me suis bien ancrée dans mon poste et ce grâce à elle, avec en plus voilà, une sensibilité certainement à laquelle je laisse un peu plus place. Mmh. Que j'avais certainement, que j'ai certainement peut-être en moi, mais que je n'osais, que je taisais un petit peu. Alors Ludivine, on va passer à la dernière partie de cette interview, c'est le questionnaire Girls in Food, donc des petites questions pour mieux vous D'accord. connaître. Quel est D'accord. votre coup de cœur food du moment? Enfin voilà, en tout est relatif puisque nous sommes en confinement, donc les occasions de sortie sont Ouais, on ne limitées, facilitait pas la tâche, hein. mais ça peut être enfin, en disons votre dernier coup de cœur, que ce soit, un restaurant, un plat, un livre, ça peut être ce que vous voulez. Bah, effectivement, du moment en plein confinement, j'ai ma période confinement burger. Hein, voilà, donc je fais des burgers à toutes les sauces. Voilà, hein, ou à la viande, pas à la viande, aux légumes, pas aux légumes. Mes enfants n'en peuvent plus. Parce qu'ils seraient là, ils diraient: «Ah non maman, s'il te plaît, pitié». Je crois que je vais les dégoûter pour un bon paquet de temps. Donc bon, je vous dirais burger, mais je vous dirais aussi que, mon moment food, c'est aussi, plus quotidien parce que j'ai une fille qui est malade cœliaque, donc c'est aussi des plats sans gluten. Voilà, D'accord, donc mmh. Ouais, c'est un vrai, sujet, ah! de nos jours. C'est un vrai, vrai sujet. Ouais, Ah oui, oui, s'il vous plaît, mesdames, messieurs les chefs, s'il vous plaît, proposez du sans gluten. ouais. Quel serait le plat qui résumerait le mieux votre enfance? Là, comme ça, du tac au tac, je vous dirais les gnocchis de ma grand-mère. Mmh. Donc ça, c'est le côté italien. Ouais, ah oui, alors là, oui, oui. Là, vous Quelle me voyez chance! pas, mais en fait, je fais plein de gestes, je parle beaucoup avec mes mains. Et quel est le plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? Alors, c'était au Japon et c'était dans un restaurant de sushi Mmh. où j'ai eu, toute une, je ne pourrais même pas vous en donner le nom, mais j'ai traversé, je pense, toute la palette de ce que les Japonais peuvent créer comme, sushi Mmh. et ça, c'était un moment mais formidable pour moi, d'une découverte déjà, Mmh. ultime et si je me concentre, je suis presque sûre de pouvoir encore, ressentir les textures, les odeurs, les saveurs. Tellement c'était incroyable. Ça m'évoque, la réponse qu'avait faite, la pâtissière, Claire Hetzler, qui avait fait, Ah la bon? même réponse, ouais, et qui m'avait dit qu'elle ne pouvait plus, manger de sushi en France parce elle retrouvait pas Complètement. cette, voilà, cette expérience exceptionnelle elle avait eue au Japon. Ah ouais, c'est unique, c'est incroyable et bah, vous voyez, je ne le savais pas et c'est mon cas aussi. Moi, je ne peux plus, il faut absolument que je retourne au Japon pour en manger. Vivement le déconfinement. Et est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Oui, la gelée. Ah! Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre placard? Bon, oui, mais c'est du blanc, c'est du chardonnay. Là, on retourne aux sources. Non, mais ce que j'ai toujours au frigo, c'est vrai, c'est une bouteille de chardonnay. Voilà, que vous me demandiez, je ne peux pas vous mentir et puis si je suis très politiquement correcte, je vais vous dire, classiquement des œufs. Et quelle est votre recette fétiche, en dehors des burgers du confinement? Donc une recette que vous faites tout le temps? Je fais très souvent, la sauce bolognaise de mon papa. Ah ouais, je sais, c'est encore italien, je Ah suis mais non, mais désolée, c'est mais je comprends. ouais, recette, recette inégalée d'ailleurs, ça m'énerve, mais la recette, je tente de me rapprocher de la sauce bolognaise de mon papa. Et quand vous cuisinez, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez de la musique, de la radio, des podcasts ou d'ailleurs vous travaillez en silence? Ah non, ah non, le silence, c'est pas mon truc. Je cuisine en musique. J'ai d'ailleurs récemment pris un abonnement sur une des plateformes, dédiées et en fait, j'écoute la playlist de mes enfants de temps en temps pour me rendre compte de ce qu'ils écoutent, pour, pas trop perdre le pied, pour être un peu dans le vent comme ils disent. Mais sinon, moi, j'ai une playlist, très variée. J'ai pas,
voilà, j'ai pas un registre musical, favori, j'en ai plein, j'écoute de tout. Tant qu'il y a de la musique, bon, vous aurez compris qu'étant danseuse, Oui. ça me permet de de m'exprimer aussi corporellement dans ma cuisine, c'est d'autant mieux. Et il est pas rare de la dernière fois, par exemple, où j'ai fait mourir de rire mes enfants, c'est que j'ai pris des oignons blancs, en guise de micro. On imagine parfaitement la scène. Je vous laisse faire. Et quel serait le resto de votre vie? Donc votre resto préféré de tous les temps? Ah, j'en ai pas fait énormément, Ça peut même être celui de votre papa, hein, ça peut être, ouais, celui qui a mis j'osais l'enfant. pas le dire parce qu'en fait, je vais le confronter à des pontes de la gastronomie qui vont se dire: «Mais c'est pas possible, elle peut pas répondre à un truc pareil». Bah si, je vais quand même dire le Bourgogne à Tournai. Mmh. Et quel est le resto que vous souhaiteriez, tester par-dessus tout? Enfin, vraiment celui qui vous fait rêver? Ah bah alors là, c'est la Meuloise. Je veux dire, j'habite à côté et j'y suis jamais allée. Ah! Une frustration incroyable. Donc, je vais me mettre comme objectif de déconfinement, tester, ouais, ça fait quand même partie des restaurants de certains restaurants de mes rêves, ouais. Mmh. D'accord. Mmh. Ouais, la Meuloise à Chagny. Mmh. Et dernière question de cette interview, quelle femme souhaiteriez-vous entendre à ce micro? Et beh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur, parce que je l'admire, vraiment profondément sur, vous savez cette jeune femme qui a été, étoilée si jeune, Julia, Oui, hem, Sedegian, ça doit être ça? Je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est Sedegian. ouais, c'est Dave Dian. Sedegian, c'est ça. Et alors déjà parce que je me rappelle de son prénom parce que Julia est le nom de ma dernière fille, Mmh mh. donc c'est pour ça que je l'ai retenu et j'ai entendu il y a pas très longtemps un reportage ou une émission qui la mentionnait, mais sans en connaître un peu plus et voilà, ben, Julia, au plaisir de vous entendre. À suivre pour une prochaine interview. Un grand merci, pour votre participation, Ludovine Griveaux. Mais merci beaucoup à vous, merci de votre temps, de votre patience, C'était un vrai plaisir. partagé, comme le vin, c'est petit. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Ludivine Griveaux pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.